Maman a avoué qu'elle me détestait, et papa a dit que j'étais une erreur. Ils avaient prévu de m'envoyer dans une école thérapeutique pour se débarrasser de moi. Mais, j'avais des preuves. Je m'appelle Emma. J'ai 16 ans. Et je me suis toujours demandé pourquoi mes parents me traitaient comme une corvée de linge. Depuis que je m'en souvienne, ils ont été de bons parents. Ils préparent le dîner, m'emmènent à l'école, et assistent aux réunions, mais il n'y a pas de câlin, de bonne nuit, de « je t'aime » ou de discussion en dehors des repas. Quand j'étais plus jeune, je supposais que certaines familles étaient simplement comme ça. Pratiques, silencieuses. Cependant, quand j'avais 11 ans, j'ai vu le père de mon ami lancer sa petite sœur en l'air. Chez elle. Elle riait et gloussait. Jamais on ne m'avait soulevé de la sorte. C'est là que j'ai vu que quelque chose clochait. J'ai interrogé mes parents à ce sujet, mais ils disaient toujours « Nous ne sommes pas dans la démonstration ». Mardi dernier, j'ai découvert la vérité. Je passais devant leur chambre, pour aller chercher de l'eau. J'ai entendu la voix perçante et en colère de mon père, qui murmurait « Nous aurions dû divorcer il y a 16 ans. Je déteste vivre avec toi. » Je me suis figé. La voix de ma mère était lasse, et pleine de ressentiment. « Et je déteste vivre avec toi, moi aussi. Je déteste Emma. » Également. Je la hais. Chaque fois que je la regarde, je vois l'erreur qui nous a piégés. Et qui a ruiné nos vies. J'ai hyperventilé. Mes parents m'abhorraient. Je me suis éloigné de la porte, le cœur battant si fort que je craignais qu'ils ne l'entendent. Mon père a prononcé une dernière phrase, au moins. Nous en finissons avec ce cauchemar. Plus que 5 semaines. Je suis allé me coucher, et je n'ai pas dormi. J'avais une multitude de questions en tête. Ils se sont comportés normalement, quand je suis descendu le lendemain matin. Papa préparait des œufs, en silence. Maman m'a demandé, d'un ton monotone, si j'avais préparé mon déjeuner. C'était dur de ne pas exploser, mais je voulais les comprendre. Après le départ de papa pour le travail, j'ai séché les cours. Et j'ai utilisé son ordinateur portable. Un email, destiné à un avocat spécialisé dans le divorce, se trouvait dans son dossier de brouillon. J'ai fouillé, les mains tremblantes. Ma femme et moi voulons nous séparer. Mais les finances liées à notre fille sont compliquées. Comment procéder, sans tout perdre? Un fichier protégé, sur le PC, contenait le testament de grand-père. C'était cruel, que ma date de naissance serve de mot de passe. Il y avait un passage surligné en jaune. Ceux qui divorcent avant que leur plus jeune enfant n'atteigne l'âge de 18 ans perdent la totalité de leur héritage, soit 5 millions de dollars par enfant. Il restait avec moi, uniquement pour l'argent. Après avoir cherché, j'ai trouvé une brochure de la Westside Academy. Dans le tiroir du bureau de papa. Les avis sur Google indiquaient que ce n'était pas une école, mais simplement un endroit où les parents plaçaient les enfants indésirables. Ensuite, j'ai remarqué des messages entre eux, dans un fil de discussion sur leur projet. Maman avait écrit « J'ai déjà rencontré quelqu'un de nouveau ». Papa a répondu « Pareil. J'ai hâte d'être enfin libre ». J'avais mal à la poitrine. Il prévoyait de divorcer, de m'envoyer au loin dans 5 semaines. Et de fréquenter d'autres personnes, tout ça pour l'argent. Ensuite, j'ai localisé un test de paternité, dans un dossier médical secret. L'examen datait de 11 ans. La probabilité de paternité était de 0%. Papa n'était pas mon père. Le frère de papa, Jason Lockett, qui était décédé, était mon véritable père. J'ai éteint l'ordinateur, et j'ai vomi dans la salle de bain. Après avoir sangloté pendant des heures, j'ai craqué. Je n'allais pas laisser cela se produire. Ma révolte a commencé, en décidant de les affronter. Ce soir-là, au souper, j'ai demandé, « Papa, avais-tu des frères ?» Il s'est figé en plein repas, la fourchette de maman cliquetant sur son assiette. Il a demandé, « Pourquoi ?» Juste par curiosité. Pour un projet d'arbre généalogique. Non, a-t-il crié. J'étais fils unique.
Maman a hoché la tête, précipitamment. Le lendemain, j'ai sorti leurs vieux albums de photos de famille. La personne ressemblait à papa, mais en plus jeune. J'ai crié, au petit déjeuner, « Qui est-ce ? Il ressemble à papa, il pourrait être frère. » Maman m'a arraché l'album. Personne, juste un cousin. J'ai parlé du divorce des parents de mon ami, ce soir-là. Est-ce que les gens restent parfois mariés, juste pour leurs enfants, ai-je demandé. Papa a fait tomber sa fourchette. Ils ont verrouillé la porte de leur chambre, ont chuchoté, et m'ont surveillé. Après que maman ait répondu, c'est une question stupide, Emma. La nuit avant mon départ prévu pour la Westside Academy, je suis entré dans le salon. Avec des documents imprimés. Je n'y vais pas demain. Maman a levé les yeux de son téléphone. Emma, qu'est-ce que tu fais? J'ai posé le testament de grand-père sur la table basse, celui avec le legs de 5 millions de dollars. Je suis au courant. Silence. Le visage de papa a blêmi. Où as-tu trouvé ça? Je sais que vous ne restez mariés que pour l'argent. Je sais que vous m'envoyez au loin. Pour pouvoir vous séparer. Maman a bondi du canapé. Ce n'est pas « tu as mal compris ». J'ai laissé tomber le test de paternité imprimé, par-dessus le testament. Je sais que papa n'est pas mon père. Silence. Le visage de maman avait perdu toutes ses couleurs. Les mains de papa tremblaient. La sonnette a retenti. Tout le monde s'est figé. Papa a crié, « Qui est-ce » En le regardant droit dans les yeux, j'ai dit. J'ai appelé tes parents. Ils n'ont découvert que Jason était mon père, qu'hier. J'ai ouvert la porte, et j'ai vu grand-père, l'air prêt à commettre un meurtre. Mon estomac s'est noué, quand j'ai réalisé que, sous le coup de la terreur, j'avais donné le mauvais nom au téléphone. J'ai reculé devant l'expression de grand-père, le père de papa. En 2 secondes, ses yeux sont passés de l'inquiétude à la rage pure. Il m'a bousculé pour entrer dans le salon, sans y être invité. Maman et papa étaient immobiles sur le canapé, le regardant comme s'ils voyaient un fantôme. Grand-père m'a fait signe, et m'a dit d'aller dans ma chambre, pendant que les adultes discutaient. En secouant fermement la tête, j'ai repensé à la façon dont ils avaient menti sur ma vie. Pendant 16 ans. Je n'allais pas partir. Maman a bondi du canapé, et s'est précipitée vers moi, les bras ouverts. Elle a essayé de m'étreindre, tout en affirmant que j'avais mal compris. Et qu'il pouvait tout m'expliquer. En reculant rapidement, j'ai failli trébucher sur la table basse. Je lui ai interdit de me toucher. Elle s'est figée, alors que je parlais plus fort que prévu. Papa, lui, restait assis sur le canapé, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Les mains tremblantes sur ses genoux. Les mots de grand-père ont tranché le silence de la pièce. Il a demandé confirmation, des propos que j'avais tenus au téléphone. Est-ce qu'un test de paternité a prouvé que Jason était son père? Alliez-vous l'envoyer dans un établissement? Papa a ouvert les lèvres, mais n'a rien dit. Maman a rapidement expliqué à quel point c'était difficile. Et comment ils essayaient de me protéger. Grand-père lui a conseillé d'arrêter de mentir. En marchant vers la table basse, j'y ai déposé le testament imprimé. J'ai ajouté le test de paternité, par-dessus. La respiration lourde de grand-père était le seul son dans la pièce. Il fixait les papiers, comme s'ils allaient exploser. Maman a tendu la main vers la table. Je l'ai informée que j'en avais fait 3 copies. Elle s'est figée, et m'a regardé avec une expression nouvelle. On aurait dit qu'elle faisait des calculs mentaux, pour trouver un moyen d'arranger ça. Papa s'est levé du canapé. D'abord, il a jeté un œil au papier, puis à moi, puis à grand-père. Personne n'a parlé, pendant ce qui a semblé durer une éternité. Grand-père a regardé sa montre, et a déclaré que nous mettions fin à la discussion. Il était presque minuit, et tout le monde était trop émotif pour réfléchir. Il a interdit à maman et papa d'entrer dans ma chambre ce soir. Sa voix calme était troublante. Il a affirmé qu'il dormirait sur le canapé, pour assurer ma sécurité.
Jusqu'à ce que nous décidions de la suite. Grand-père a tendu la main, pour couper court aux arguments de maman. Papa a fini par prendre la parole. La colère, dans sa voix, était à peine contenue. Il m'a ordonné de lui donner tous les documents, et de révéler le remplacement numérique. Non, ai-je répondu. Il ne pourrait trouver de l'aide, qu'en suivant une thérapie familiale. Et en annulant mon inscription à la Westside Academy. Maman a ri. Ce son amer, et terrifiant, m'a donné la chair de poule. Elle a déclaré que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Ni de tous les problèmes que je causais. Grand-père lui a dit de se taire. Il s'est approché de moi, et a attrapé mon épaule. Nous montons, a-t-il dit. Grand-père a conseillé à maman de ne pas nous suivre. Nous avons grimpé les escaliers, et il m'a suivi dans ma chambre. Il a vérifié les verrous, sur les 2 fenêtres. Ils ont été testés 2 fois. Il s'est tourné vers moi, avec des yeux pleins de chagrin. Il regrettait de ne pas avoir su tout cela plus tôt. Il serait intervenu des mois auparavant, s'il avait compris ce qu'il préparait. Il a promis d'en discuter le matin, une fois que tout le monde se serait calmé. Je devais essayer de dormir, même si nous savions tous les deux que c'était impossible. Il m'a serré l'épaule, et est parti, en refermant la porte. Ses pas sont redescendus. Ensuite, je les ai entendus se disputer, mais sans pouvoir comprendre les mots. Je suis resté sur mon lit, à fixer le mur. Mes mains tremblaient. J'ai commencé à consigner ce qui s'était passé, dans mon journal intime. Mes citations étaient aussi précises, que ma mémoire le permettait. J'ai noté l'arrivée de grand-père, et notre moment à l'étage. J'ai mentionné comment maman a essayé de m'étreindre, et comment papa voulait les papiers. J'ai griffonné pendant plus d'1 heure, jusqu'à ce que ma main me fasse mal. Ensuite, j'ai photographié chaque page de mon journal, avec mon téléphone. J'ai téléchargé les images, ainsi que les photos des documents, sur le Google Drive de mon école. La seule chose qui m'empêchait de m'effondrer, c'était de savoir que les preuves étaient en sécurité, à différents endroits. Tout habillé, je me suis allongé sur mon lit. J'ai entendu grand-père se déplacer, en bas. J'ai entendu une porte claquer. J'ai regardé le plafond, jusqu'à ce que le ciel s'éclaire, par ma fenêtre. Le matin venu, j'ai entendu maman préparer le petit déjeuner, en bas. L'odeur des crêpes se répandait par les bouches d'aération, comme une mauvaise blague. Elle faisait semblant, que tout allait bien. Je me suis habillé, et je suis descendu. Maman et papa étaient assis en silence, à la table de la cuisine. Grand-père sirotait son café, et les observait intensément. Il y avait des assiettes de crêpes sur la table, mais personne ne mangeait. J'ai grimacé, face à cette fausse normalité. Je me suis assise, loin de mes parents. Maman m'a demandé si je voulais du jus d'orange, avec une voix joyeuse, et peu naturelle. Je suis restée silencieuse. J'ai envoyé un texto à ma meilleure amie. Je lui ai demandé de garder quelque chose d'essentiel pour moi. Nous avons prévu que je lui donne une clé USB, à l'heure du déjeuner. Maman a essayé d'attraper mon téléphone, de l'autre côté de la table, quand elle m'a vu l'utiliser. Elle s'est figée, en entendant les mots de grand-père. Il l'a exhortée à me laisser tranquille. Sa voix a pétrifié la main de ma mère. Elle a reculé, et a baissé les yeux vers son assiette. Papa s'est raclé la gorge pour parler, mais le regard noir de grand-père l'a réduit au silence. J'ai fini mon texto, et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Le petit déjeuner s'est terminé, sans aucune conversation. J'ai pris mon sac à dos, pour aller à l'école. Grand-père a proposé de me conduire. Il a stoppé les protestations de papa, d'un seul regard. Le trajet s'est fait en silence. J'ai menti à grand-père, en affirmant que j'allais bien. Il a promis de venir me chercher, après les cours. Je suis allé voir la conseillère, dès mon arrivée à l'école. Je ne suis pas passé par mon casier, ni voir mes amis. Je me suis approché du bureau principal, pour parler à Madame Larson d'une situation familiale. La secrétaire a décroché le téléphone, en voyant mon visage. Madame Larson est sortie de son bureau, 2 minutes plus tard.
Elle a immédiatement vidé son emploi du temps, et m'a escorté dans son bureau. En verrouillant la porte. Je me suis assise sur la chaise, face à son bureau, et j'ai réfléchi par où commencer. Mes papiers pliés, sortis de mon sac à dos, ont été placés un par un, sur le bureau de Madame Larson. Le testament en premier, avec la partie surlignée en jaune, stipulant la perte de 5 millions de dollars en cas de divorce. Le test de paternité, montrant 0% de chance que papa soit mon père. Et enfin, la brochure de la Westside Academy, avec ses belles photos d'adolescents joyeux. Qui ne correspondaient pas aux évaluations sur Internet. Madame Larson a examiné attentivement chaque papier, sans parler. Son stylo parcourait son carnet, rapidement. Je guettais son visage pour voir une réaction, mais elle semblait impassible. Après avoir lu, elle a posé son stylo, et m'a regardé. Elle m'a demandé de tout reprendre, depuis le début. Je lui ai parlé de la conversation surprise de mes parents, cette nuit-là. De la découverte des preuves, sur l'ordinateur de papa, et du complot, prévu sur 5 semaines. Pour m'envoyer au loin. Malgré mes paumes tremblantes sur mes genoux, ma voix est restée ferme. Madame Larson a écouté calmement, et a pris d'autres notes. Elle a fait une pause, une fois que j'ai eu terminé. Elle a ensuite déclaré qu'elle devait signaler cela au service de protection de l'enfance, CPS. Car c'était grave. Mon estomac s'est noué. Je m'y attendais probablement, mais l'entendre à haute voix, le confirmait. Elle a dit que prouver la maltraitance psychologique au tribunal était difficile. Des parents peuvent être froids et distants, sans enfreindre la loi. Mais m'envoyer dans un établissement contre mon gré, c'était différent. Les services sociaux avaient de solides éléments à examiner. Compte tenu des faits concernant leurs intentions, et l'argent. Elle a précisé que le signalement déclencherait une enquête. Et qu'il me contacterait dans les jours à venir. Même si j'avais la gorge nouée, j'ai hoché la tête. Madame Larson a noté son numéro de téléphone, sur une carte de visite sortie de son tiroir. Elle m'a ordonné de lui envoyer un texto, à tout moment. Si je ne me sentais pas en sécurité à la maison. J'ai mis la carte dans ma poche. Nous sommes restés assises, en silence, pendant encore 1 minute. Madame Larson m'a rédigé un billet de retard, après la sonnerie de la 2e heure. J'ai attrapé mon sac à dos, et je suis allé en classe. Avec l'impression d'avoir fait quelque chose d'irréversible. La journée a traîné en longueur. J'étais distraite, dans tous les cours. La discussion avec Madame Larson, et ce qui se passerait quand les services sociaux appelleraient. Tournait en boucle dans mon esprit. Je suis allé sur le parking, où grand-père m'attendait, après la dernière sonnerie. Le trajet du retour s'est fait en silence. Je lui ai dit que l'école s'était bien passée. Étrangement, les 2 voitures de mes parents étaient déjà dans l'allée, quand nous sommes arrivés. Ce mardi après-midi. Ils étaient dans la cuisine, lorsque je suis entré. Maman coupait des légumes, sur le comptoir. Papa était assis à la table, avec son ordinateur portable. Ils ont tous les 2 levé les yeux, dès mon entrée. À la dernière heure, hier, a commencé papa en fermant son ordinateur. Où étais-tu ? Je me suis figé. J'ai cherché une excuse, à la hâte. Je suis allé à l'infirmerie, avec un mal de ventre. Maman a regardé autour d'elle, et a arrêté de couper. Elle m'a demandé si j'avais discuté de nos affaires familiales avec quelqu'un. Son ton était calme, mais son regard féroce. J'ai répondu « non », avec un visage inexpressif. Comme s'il vérifiait mes devoirs pour y trouver des erreurs, papa m'a dévisagé. Comme s'il cherchait des mensonges. Il m'a demandé si j'en étais sûr. J'ai acquiescé, et je suis monté. Ma mère m'a interpellé, pour dire que le dîner serait prêt dans 1 heure. De retour dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. Mes mains tremblaient. Il sentait que quelque chose se préparait, sans savoir quoi. Ce soir-là, j'ai attendu que la porte de leur chambre se ferme, à 23 heures. Les préparatifs ont commencé, quand j'ai sorti mon sac de sport, de sous mon lit. J'ai pris des vêtements, pour quelques jours. J'ai pris mon ordinateur,
mon chargeur de téléphone, et mes vitamines du matin. Même si je n'étais pas sûr d'avoir du réseau bien longtemps. J'ai copié tous les documents sur mon téléphone. Et j'avais imprimé des copies supplémentaires à l'école, que j'avais sorties de mon casier. Je les ai glissées dedans. Après avoir rempli le sac, j'ai envoyé un texto à mon ami. Pour lui demander de déposer quelque chose dans son garage. Son « oui » est arrivé en moins d'1 minute. Sa mère a compris que quelque chose n'allait pas, et m'a proposé de venir rester chez elle. Lire ce message m'a brûlé les yeux. Le téléphone à la main, j'ai sangloté sur mon lit, pour la première fois depuis l'incident. Juste des larmes silencieuses, roulant sur mes joues. J'ai essuyé mes larmes, et j'ai fini de faire mon sac, un peu plus tard. Je devais me concentrer. J'ai calé ma chaise de bureau sous la poignée de la porte, juste devant. Ensuite, j'ai pensé à un bloc-porte en caoutchouc, vu sur le site d'une quincaillerie. Sur mon téléphone. Je l'avais acheté hier, à midi, et rangé dans mon sac à dos. Je l'ai testé, en le poussant sous la porte, de l'intérieur. La porte ne bougeait plus du tout. Ensuite, j'ai vérifié chaque moustiquaire de mes fenêtres. Celle à côté de mon lit, était facile à retirer. Celle près de mon bureau, aussi. J'ai observé la chute, jusqu'au buisson en bas. Peut-être 3 mètres. Je pourrais le faire, si besoin. Planifier des voies d'évasion de ma propre maison, me donnait mal au ventre. J'ai remis les moustiquaires en place, et je me suis couché, tout habillé. Après des heures à fixer le plafond, je me suis endormi. Madame Larson m'a arrêté, avant la première heure, le lendemain matin. Elle m'a informé qu'elle avait déposé le signalement requis, la nuit dernière. Les services sociaux pourraient m'appeler aujourd'hui, ou demain. Elle m'a incité à lui envoyer un texto à tout moment, si je ne me sentais pas en sécurité. En hochant la tête, j'ai glissé ma main dans ma poche, avec sa carte. Elle semblait être une bouée de sauvetage, alors que tout le reste s'effondrait. Elle m'a serré l'épaule, et a dit que je m'en sortais bien, puis m'a envoyé en cours. Mon téléphone a sonné pendant le déjeuner. J'ai répondu, même si je ne connaissais pas le numéro. Une voix féminine a demandé si c'était bien Emma. Oui, ai-je répondu. C'était Victoria Lewis, des services de protection de l'enfance. Elle a demandé à discuter en privé. J'ai emporté mon sac à dos à la bibliothèque. Les salles d'études du fond, pour l'heure du déjeuner, étaient inoccupées. J'ai fermé la porte de l'une d'elles. Victoria a demandé des détails, concernant ma vie de famille. J'ai tout expliqué. La conversation surprise, les preuves découvertes, et le plan pour m'envoyer au loin. Elle m'a posé des questions sur l'attitude de mes parents, la nourriture, le logement, et ma sécurité. J'ai essayé de paraître rationnel, plutôt que paniqué. Ces notes et ces questions se sont multipliées. L'appel a duré 30 minutes. Après notre entretien, elle a déclaré que je devrais recevoir une notification. Pour une visite à domicile. Elle a salué mon courage, pour avoir osé parler. Après avoir raccroché, je suis resté assise, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Mon téléphone n'avait plus de réseau, quand je suis rentré à la maison, cet après-midi-là. Pour vérifier mes messages. Le mot de passe du Wi-Fi avait été changé, quand j'ai essayé de m'y connecter. Maman était dans le salon, alors je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a répondu que mon comportement rebelle les poussait à limiter mon temps d'écran. Elle a fait semblant d'être inquiète, affirmant que trop d'internet était nocif pour les ados. Leurs intentions étaient claires, pour moi. Ils m'empêchaient d'obtenir de l'aide. J'ai récupéré mon ordinateur dans ma chambre, mais là aussi. Le mot de passe Wi-Fi avait été modifié. J'étais seul, chez moi. Le lendemain, je me suis connecté à ma boîte mail, sur le Chromebook de l'école, en permanence. Madame Larson prenait de mes nouvelles, par message. J'ai écrit, mes parents ont coupé mon téléphone, et changé le Wi-Fi. Elle a répondu instantanément, me disant d'utiliser les ordinateurs de l'école pour communiquer. Après les cours, j'ai accédé au Wi-Fi de la bibliothèque publique. J'ai créé un compte email, que mes parents ne connaissaient pas.
J'y ai envoyé toutes mes preuves. Les captures d'écran du testament, les photos du test de paternité. La brochure de la Westside Academy, tout y est passé. Personnellement, je me sentais comme une espionne, dissimulant des informations. Et utilisant des comptes secrets. Au moins, les preuves étaient en sécurité, dans de multiples endroits. Tard dans la nuit, j'ai utilisé les ordinateurs de la bibliothèque. Pour faire des recherches sur la Westside Academy. D'anciens élèves postaient leurs histoires, sur des forums. Des jeunes racontaient avoir été réveillés la nuit par des services de transport. Des inconnus entraient chez eux, et les tiraient violemment de leur lit. Westside ressemblait à une prison. Aucun appel à la maison, aucune visite, avec un personnel qui les traitait comme des criminels. Les parents payaient des milliers de dollars, pour effacer leurs enfants à problème. Une fille a décrit avoir traversé les frontières de l'État, dans un véhicule sans fenêtre. Une autre a raconté qu'elle avait été attachée et droguée, pour avoir résisté. Avant la fermeture de la bibliothèque, j'ai lu histoire après histoire. Mes parents voulaient que des inconnus m'arrachent de mon lit, et m'emmènent. Cette idée me donnait la nausée. J'ai quitté l'ordinateur, et je suis rentré chez moi, dans la nuit. Je suis allé dans ma chambre, et j'ai repoussé le bloc-porte dessous, en arrivant. Fini de dormir sans cela. Le lendemain matin, j'ai pris un carnet dans mon sac à dos, et j'ai tout noté. 8h47, chambre des parents verrouillée. 8h52, chuchotement dans le couloir, devant ma chambre. 9h15, maman m'observe en silence, pendant que je prends mon petit déjeuner. Pour cacher cela, je griffonnais la date en haut de chaque page. Et je gardais le carnet dans mon sac. J'ajoutais ou retirais des lignes, s'il faisait quelque chose de bizarre. Je me sentais en contrôle, comme si je montais un dossier. Au lieu d'attendre d'être envoyé au loin. J'ai consigné que papa fouillait mon téléphone, pendant le souper. Quand maman m'a demandé si j'avais parlé à quelqu'un à l'école, et qu'ils se sont tous les deux tus à mon entrée dans une pièce, le carnet s'est rempli rapidement. Maman a frappé à ma porte, jeudi soir, alors que je faisais mes devoirs. Elle s'est assise sur mon lit, sans attendre de réponse. Elle affichait un visage triste, bien étudié. Elle a parlé de tous les sacrifices qu'ils avaient faits, pour garder notre famille unie. Et à quel point il était difficile de rester marié, quand ils n'étaient pas heureux. Elle a prétendu que Westside était un excellent programme thérapeutique. Pour m'aider à faire face au divorce. Elle a répété les mots « terrible »,« malheureux » et « décision difficile ». L'écouter mentir avec autant de talent, me donnait envie de hurler. J'ai reculé, quand elle a touché ma main. Après 20 minutes de comédie, elle est partie. Papa est arrivé, 1 heure plus tard. Il est resté debout 1 minute, avant de s'asseoir sur ma chaise de bureau. Après avoir fermé la porte. Sa voix était douce, et brisée, quand il a parlé. Il a affirmé qu'il savait que je n'étais pas sa fille biologique, quand j'avais 3 ans. Le testament de grand-père l'obligeait à rester marié, et à élever l'enfant d'un autre homme. Même s'il savait que c'était injuste, il avait été furieux contre moi, pendant 11 ans. Chaque fois qu'il me regardait, il voyait son frère décédé, et sa femme trompeuse. Ses excuses ne semblaient pas sincères. On aurait dit qu'il était épuisé. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Avec des mains tremblantes, j'ai tout noté dans mon carnet, après son départ. Madame Larson m'a arrêté, avant la 1re heure, le vendredi matin. Elle m'a annoncé que mes parents avaient été informés de la visite à domicile des services sociaux. Prévue lundi après-midi. Elle avait l'air très sérieuse. En m'avertissant qu'ils essaieraient probablement de rendre tout parfait, et de me dicter quoi dire. Elle m'a conseillé d'être prête à parler franchement, même si c'était difficile. Car c'était ma chance de dire à une autorité officielle ce qui se passait. Hocher la tête, m'a donné des nausées. Mes parents sont devenus fous, tout le week-end. Maman a frotté les comptoirs de la cuisine, à 7 heures du matin, samedi. Papa a nettoyé le salon, 2 fois. Ils ont décoré la salle à manger avec des fleurs. Et ont préparé des biscuits aux pépites de chocolat, pour que la maison embaume. Le dimanche,
ils m'ont obligé à m'asseoir avec eux, pendant qu'ils préparaient leurs réponses. Comme pour une pièce de théâtre. Ils m'ont pressé de dire à quel point ils m'aimaient. Combien j'étais heureuse de l'opportunité de ce pensionnat thérapeutique. Et comment notre famille traversait une période difficile, mais qu'on la surmontait ensemble. Les regarder préparer leur spectacle, me rendait folle. Une femme munie d'un presse-papier, avec des yeux bienveillants, est arrivée chez nous. Lundi après-midi. C'était Victoria Lewis, des services sociaux. Mes parents sont rapidement devenus, la famille inquiète parfaite. Papa lui a serré la main, fermement. Maman lui a offert des biscuits, et du café. Dans le salon, ils ont répondu à ses questions, à la perfection. Même s'ils avaient des problèmes conjugaux, ils se souciaient d'Emma. Ils examinaient les programmes thérapeutiques, pour lui offrir la meilleure assistance possible. Durant cette transition, ils étaient convaincants, et habiles. J'avais l'impression de regarder des étrangers faire le show. Victoria a pris des notes, et a posé des questions. Après 30 minutes, elle a demandé à avoir une conversation privée. Papa a attrapé le bras de maman, et l'a entraînée dans la cuisine, car elle hésitait à parler. Finalement, ils sont sortis. Victoria a adouci sa voix, en se tournant vers moi. Elle m'a interrogé sur mon véritable état. Mon sac à dos contenait mes preuves imprimées, le testament, le test de paternité. Et la brochure de la Westside Academy, avec son faux marketing sur l'éducation thérapeutique. Même si mes mains tremblaient, j'ai tout expliqué. Comment l'argent les gardait mariés, comment ils avaient l'intention de m'envoyer au loin. Pour fréquenter d'autres personnes, et conserver l'héritage, comment papa n'était pas mon père. Et comment ils avaient menti à ce sujet, toute ma vie. Victoria a pris des notes, et a photographié les documents. Après que j'ai eu terminé, elle a expliqué que les services sociaux ne pouvaient pas empêcher mes parents de m'inscrire dans des programmes privés. Ils avaient leurs droits parentaux, mais elles pouvaient étiqueter Westside comme étant dangereux. Et m'aider à créer un plan de sécurité, si je me sentais menacé à la maison. Ce n'était pas ce que j'espérais. Je croyais que les services sociaux pourraient empêcher tout ça. Elle m'a donné sa carte, et m'a demandé de l'appeler, si les choses évoluaient. J'ai trouvé Madame Larson dans son bureau, avant les cours, le lendemain matin. Je l'ai informé que les services sociaux ne pouvaient pas empêcher mes parents de m'envoyer au loin, et que j'avais besoin d'aide juridique. Pas de rapport ou de plan de sécurité. Elle a passé un appel, immédiatement, avec son téléphone. Après 5 minutes, elle a raccroché, et a noté une adresse. Elle m'a obtenu un rendez-vous l'après-midi même, avec une avocate de l'aide juridique. Elle a déclaré que certains cas nécessitaient plus que des conseils scolaires. Ou des rapports des services sociaux que j'avais besoin d'une avocate, pour me défendre au tribunal. J'ai pris le bus vers un centre commercial de la banlieue, après l'école. Le bureau de Fiona Coleman se trouvait entre un salon de manucure et un bureau des impôts. La salle d'attente était équipée de vieux magazines et de chaises en plastique. Fiona paraissait plus jeune que prévu, peut-être 30 ans, avec des yeux fatigués. Et des cheveux bruns décoiffés, attachés en queue de cheval. Son bureau était couvert de dossiers et de tasses de café. Elle a écouté mon récit, sans m'interrompre. Elle a examiné minutieusement chacune de mes preuves. J'ai terminé, et elle s'est adossée à sa chaise, en silence. Elle a ensuite dit, nous pourrions déposer une requête d'urgence pour empêcher le placement en centre résidentiel. Mais j'aurais besoin de plus que des documents. Les juges n'aiment pas outrepasser les décisions parentales. J'avais besoin de déclarations de témoins adultes, capables de confirmer les menaces de mes parents. Ainsi que ma détresse, de documents sur les véritables pratiques de Westside. Par rapport à leur marketing, et d'une preuve que ce placement me porterait préjudice. Elle m'a accordé une semaine, pour tout rassembler. Elle m'a informé que les tribunaux pour les affaires familiales avançaient lentement. Les juges sont très réticents à dire aux parents qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans des programmes privés. Et même avec d'excellentes preuves, cela pourrait ne pas réussir, mais c'était ma seule alternative. J'ai quitté son bureau avec une liste de choses à faire, et une échéance impossible.
J'avais une semaine, pour prouver que mes parents avaient tort, devant un juge. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto à Madame Larson, pour qu'elle mette par écrit ce qu'elle avait vu, lorsque je lui avais présenté les preuves. En moins de 5 minutes, elle a répondu qu'elle le ferait d'ici le soir. J'ai contacté la mère de mon ami, au déjeuner, pour lui demander de confirmer la soirée où j'avais demandé à cacher mon sac, chez elle. Elle a dit qu'elle se souvenait de ma peur, et qu'elle écrirait tout ça. J'ai frappé à la porte de grand-père, cet après-midi-là, pour le supplier d'écrire sur l'incident. Et sur les aveux de mes parents, concernant le testament. Il m'a prise dans ses bras, et a promis de le faire pour le lendemain. Ma boîte de réception contenait les 3 déclarations, d'ici mardi soir. Sur 3 pages, Madame Larson décrivait mes émotions, et les documents que je lui avais montrés. La mère de mon ami précisait, que j'avais demandé à stocker mon sac de survie. Et que j'étais terrifié à l'idée de rentrer chez moi. Le récit de grand-père, décrivait notre affrontement, et comment mes parents avaient reconnu être restés mariés pour la fortune. Avec des mains tremblantes, j'ai tout envoyé à Fiona. Maman a frappé à ma porte, mercredi soir, alors que je faisais mes devoirs. Papa l'a suivi, et a déclaré qu'ils étaient inquiets de mon utilisation d'Internet. Papa a tendu la main, et a exigé mon ordinateur portable, ainsi que mon téléphone. Je les lui ai remis, sans discuter. Car j'avais déjà téléchargé tout ce qui était crucial sur le cloud, le matin même. Papa a ouvert des fichiers, et a cliqué un peu partout sur mon ordinateur, depuis son bureau. Il est revenu, 20 minutes plus tard, avec une expression tordue. Il voulait savoir où j'avais caché mes fichiers, et ce que j'en avais fait. Je l'ai simplement dévisagé, jusqu'à ce qu'il s'irrite et quitte ma chambre, en claquant la porte. Maman l'a suivi, en silence. Ils se sont disputés dans leur chambre, sur le fait que j'avais toujours un coup d'avance. J'ai utilisé l'ordinateur de l'école, pour accéder à la boîte mail de papa, jeudi, en salle d'études. J'ai remarqué des textos, entre lui et une certaine Jennifer, discutant de la recherche d'un appartement, et de l'achat de meubles. Elle disait à quel point elle était ravie de commencer leur vie ensemble, quand ils seraient libérés. Après avoir lu, j'ai eu la nausée, mais j'ai continué à faire défiler. J'ai trouvé les emails de maman, adressés à Arthur. Après le divorce, ils prévoyaient des escapades, et parlaient de s'installer ensemble. Tout en se faisant passer pour mes parents à la maison, ils commençaient de nouvelles vies ailleurs. J'ai fait des captures d'écran de tout cela. Et je les ai sauvegardés sur mon adresse email privée. Je me sentais sale de lire ces messages, comme si je lisais un journal intime. Mais j'avais besoin de ces preuves. J'ai reçu un email de ma grand-mère, dans l'après-midi. L'objet mentionnait Jason. Elle écrivait, que grand-père et elle, voulaient discuter du testament et de leur fils, avec moi. Elle a affirmé qu'ils n'avaient aucune idée que j'étais la fille de Jason. Et qu'ils étaient effondrés, d'avoir manqué 16 ans avec leur petite fille. Lire cela, dans les toilettes de l'école, m'a fait pleurer si fort que j'ai dû m'asperger le visage d'eau froide. Une fille m'a demandé si j'allais bien, mais je ne pouvais pas répondre. Je me suis juste enfermé dans une cabine, jusqu'à la sonnerie. De retour chez moi, j'ai informé mes parents, que mes grands-parents voulaient me voir. Papa a rapidement proposé, que nous dînions tous ensemble, à la maison ce week-end. Il avait l'air heureux, comme si on organisait une fête. Non, ai-je dit. J'ai promis de les rencontrer dans un café, avec Madame Larson. Son visage s'est décomposé, comme si je l'avais giflé. Il a parlé du respect de la vie privée familiale, mais je suis parti dans ma chambre. Maman m'a suivi à l'étage, et a essayé de me forcer à organiser cette rencontre à la maison. Mais j'ai refusé. Elle a abandonné, et a fui. Samedi matin, j'ai pris le bus pour le Starbucks de la rue principale. Madame Larson, un livre à la main, était assise à 2 tables de là. Mes grands-parents sont arrivés 5 minutes plus tard, avec un dossier. Grand-mère m'a serré si fort, que je ne pouvais plus respirer. Grand-père a pleuré. Nous nous sommes assis, et il nous a montré le testament, avec la clause sur le divorce. Souligné en jaune.
il a vérifié la perte des 2,5 millions de dollars. Grand-mère a déclaré qu'ils allaient modifier les dispositions, avec leur avocat. La semaine prochaine. Elle a affirmé que le testament était manifestement nocif, et qu'il voulait le changer. Nous avons parlé de Jason, et de sa personnalité, pendant près d'1 heure. Ils m'ont montré des photos de son enfance, sur leur téléphone. Grand-père a dit, que j'avais les yeux et le sourire de Jason. Après notre départ, grand-mère m'a dit de la contacter, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mes parents m'ont accueilli de pied ferme, à la maison, ce soir-là. Papa m'a puni pour les avoir trahis. Maman a retiré la clé de la maison, de mon trousseau, et l'a mise dans sa poche. Ils ont déclaré que je ne pouvais quitter la maison que pour l'école, et qu'ils m'y conduiraient. Aller et retour. Papa est apparu à l'encadrement de ma porte, et m'a promis qu'il me surveillerait de très près. J'ai envoyé un email à Madame Larson, pour lui dire que je me sentais séquestré à la maison. Après leur départ. Elle m'a immédiatement répondu, de l'appeler si la situation empirait. Lundi matin, Fiona m'a contacté avant l'école. Elle a affirmé qu'elle déposait une requête d'urgence, auprès du tribunal de la famille. Pour empêcher mes parents de me placer dans un établissement résidentiel. Sans le consentement du tribunal. Elle m'a prévenu que mes parents recevraient probablement les papiers, aujourd'hui. Elle a dit qu'ils seraient furieux, en l'apprenant. Mon estomac s'est noué. J'ai vérifié mon téléphone toute la journée à l'école, dans l'attente de la moindre nouvelle. Mes parents ont reçu les papiers pendant mon cours de mathématiques. Mais je ne l'ai su que le soir même. Ils ont fait irruption dans ma chambre, alors que je faisais mes devoirs sur mon lit. Papa hurlait, que je détruisais la famille. Et que je leur coûtais des milliers de dollars en frais d'avocat. Maman criait, que j'avais tout gâché, et qu'ils n'auraient pas dû me garder. J'ai caché mon téléphone sous l'oreiller, avec l'enregistreur vocal allumé. Papa m'a traité d'erreur ingrate. Maman a dit que j'avais ruiné leur vie, et qu'elle aurait aimé que je ne sois jamais né. L'enregistrement a duré 7 minutes, avant qu'il ne quitte ma chambre, toujours en train de pester. Quand les cris sont devenus trop forts, notre voisin a contacté la police. 2 agents sont venus vérifier, que tout le monde était en sécurité. La voix de maman s'est adoucie, quand elle a ouvert la porte d'entrée. C'était une dispute familiale, à propos des règles de la maison, a-t-elle dit. Papa est descendu, avec une voix calme, pour expliquer que tout allait bien. Mais que leur fille traversait une période difficile. Les policiers ont voulu me parler. Ils m'ont demandé si j'étais en sécurité, quand je suis descendu. Je voulais crier, non, mais mes parents étaient là, alors j'ai hoché la tête. Les policiers sont partis après 10 minutes, mais l'un d'eux a dit à mes parents qu'ils devaient rédiger un rapport sur l'incident. Après leur départ, papa a fait une remarque, tu viens de rendre la situation, tellement pire. Je suis allé dans ma chambre, et je n'en suis pas sorti, jusqu'au matin. Victoria Lewis a téléphoné le lendemain matin, pendant que je me préparais pour l'école. Elle a déclaré que les services sociaux me conseillaient de vivre avec une famille d'accueil sûre. Pendant toute la durée des procédures judiciaires. Ma maison était un environnement trop terrible, pour que j'y reste. Elle avait une famille d'accueil agréée, prête à m'accepter rapidement. J'avais 24 heures, pour me décider à partir. Ma main tremblait, après avoir raccroché. J'ai fait mes bagages, ce soir-là, sans avertir mes parents. Victoria est venue me chercher avec mes affaires, mercredi matin. Pendant que maman et papa travaillaient. J'ai emménagé avec Sydney Brox et Ragnar, cet après-midi-là. Leur maison sentait les bougies à la vanille, et il y avait des photos de famille, partout. On m'a montré une petite chambre, avec un bureau et une bibliothèque. Sydney a dit que je pouvais la décorer, à ma guise. C'est là que j'ai réalisé, qu'on ne m'avait jamais permis de créer mon propre espace. J'avais toujours eu mon ancienne chambre, aménagée comme maman l'avait décidé. Quand j'avais 5 ans. Jeudi, les gens à l'école semblaient savoir qu'il s'était passé quelque chose. Depuis que j'avais emménagé avec une nouvelle famille. Les murmures, en classe, me suivaient dans les couloirs. J'ai gardé la tête baissée, et je n'en ai parlé à personne, sauf à ma meilleure amie.
Mon cauchemar était devenu une affaire publique, ce que je détestais. Les élèves me dévisageaient, à midi. Une fille inconnue m'a demandé si mes parents étaient en prison. Je l'ai ignoré, et j'ai mangé mon déjeuner dans la bibliothèque. Madame Larson m'a approché après la 3e heure. Et m'a suggéré de nous rencontrer 2 fois par semaine, en permanence. Pour une thérapie informelle. Elle m'a appris des exercices de respiration, contre les crises de panique sévères. Même en sachant qu'ils avaient brisé ma famille, je lui ai avoué que je me sentais coupable. Elle a déclaré que les sentiments authentiques n'ont pas besoin d'être logiques. Ça m'a un peu aidé. Maman m'a écrit un long message, vendredi après-midi, s'excusant pour ma peine et espérant que je pourrais comprendre leur point de vue. Elle avait soigneusement choisi chaque phrase, pour éviter d'admettre la moindre faute. Après l'avoir lu, Fiona a affirmé que c'était une fausse excuse classique. Conçue pour faire bonne figure au tribunal. Elle m'a conseillé de le sauvegarder, sans y répondre. Papa m'a envoyé un email avec une vieille photo de l'oncle Jason, ce week-end-là. Il se tenait à côté de papa, lors d'un barbecue en famille. Papa a écrit que Jason était mort dans un accident de voiture, quand j'avais 6 mois. Il a écrit que perdre Jason, son meilleur ami, l'avait anéanti. La découverte de sa paternité n'avait fait qu'aggraver son angoisse. C'était la chose qui se rapprochait le plus d'une excuse. De la part de l'un ou l'autre de mes parents. Je me suis attardé sur la photo. Jason partageait mes yeux, et mon sourire. L'après-midi du lundi, après l'école, Fiona et moi nous sommes préparés pour l'audience d'urgence de la semaine prochaine. Elle a clarifié les pouvoirs du juge. À l'exception d'un préjudice démontrable, les juges accordent beaucoup de contrôle aux parents. Pour montrer que le placement à Westside était une punition, et non une aide. Nous devions prouver les risques pour ma sécurité, à la maison. Elle m'a fait répéter, avec des questions du style de celle d'un juge. Mes grands-parents m'ont contacté mardi soir, pour me dire qu'ils avaient rencontré leur avocat. Spécialisé en succession. Il a dit qu'il pourrait supprimer la pénalité de divorce, du testament. Ils ont déposé les documents pour modifier les conditions, cette semaine. Mes parents pourraient ainsi divorcer, sans perdre d'argent. Cela mettait fin à leur mariage, mais aussi à 16 ans de haine continue. Victoria Lewis m'a informé, mercredi matin, que mes parents avaient téléphoné à Summit Ridge, au Canada. Ils cherchaient à m'y inscrire, avant l'audience du tribunal. Elle documentait chaque étape, pour prouver au juge qu'il contournait la loi. Savoir qu'il voulait toujours se débarrasser de moi, m'a rendu malade. La voisine, derrière notre ancienne maison, m'a envoyé un message jeudi soir, par l'intermédiaire de ma copine. Elle affirmait que les images de sa caméra de sécurité montraient quelqu'un s'approchant de la fenêtre de mon ancienne chambre, à 2 heures du matin. Jeudi dernier. Papa testait le verrou de la fenêtre, sur la vidéo qu'elle m'a fournie. Avec des mains tremblantes, je l'ai envoyé à Fiona. Les images de papa à ma fenêtre m'ont hanté toute la nuit. Je les repassais en boucle dans ma tête. Tout en faisant mes devoirs à la table de la cuisine de Sydney. Je suis allé prendre une douche à 21 heures, mais je n'arrivais plus à respirer. J'ai cherché mon souffle, comme si quelqu'un était assis sur mes poumons. Alors que ma poitrine se contractait. Après avoir glissé le long du mur, je me suis assise par terre, les genoux relevés. Mes mains tremblaient tellement, que je ne pouvais plus les fermer. Sydney a frappé à la porte, pour me demander si j'allais bien. Après avoir entendu des bruits étranges. Aucun mot n'est sorti, quand j'ai essayé de dire « oui ». J'hyperventilais sur le sol, quand elle a ouvert la porte. Elle s'est assise à côté de moi, et a touché mon dos, mais j'ai continué à suffoquer. Elle a contacté Madame Larson, vers 21 heures. Au deuxième appel, Madame Larson a répondu, et Sydney lui a expliqué la situation. Sydney a mis son téléphone sur haut-parleur, et l'a posé entre nous, sur le sol. La voix de Madame Larson était ferme. Elle m'a ordonné d'observer 5 objets, dans la salle de bain. J'ai examiné le porte-serviettes, le lavabo, le rideau de douche, les toilettes, et le carrelage. Elle me l'a demandé.
J'ai pressé mes paumes contre le carrelage froid, et j'ai senti la main de Sydney sur mon épaule. Le tissu de ma chemise, et le mur derrière moi. Je pouvais entendre la respiration de Sydney, mes propres halètements. Et l'eau qui goûtait de la douche. Je pouvais sentir le shampoing de Sydney, et le savon. J'ai répété l'exercice pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais lentement. Ma respiration s'est régularisée, et ma poitrine a cessé de se serrer. Après 30 minutes, je pouvais à nouveau respirer normalement. Madame Larson m'a dit que j'avais survécu à la partie la plus difficile, en osant parler. Et que demain n'était que la prochaine étape. Sydney m'a conduite au centre-ville, au palais de justice, vendredi matin. Le vieux bâtiment avait des sols en marbre, et de hauts plafonds, qui faisaient résonner chaque bruit. Victoria Lewis et Madame Larson sont arrivées quelques minutes plus tard, avec Fiona, qui portait un tailleur sombre, et tenait un dossier en cuir, avec tous mes documents. Nous sommes entrés, et je me suis assise sur une chaise en bois, derrière une table, à côté de Fiona. La juge était assise à un grand bureau, à l'avant de la salle. Mes parents étaient de l'autre côté, avec leur avocat. Je ne les ai pas regardés. La juge, une femme plus âgée avec des cheveux gris et des lunettes de lecture, a passé un long moment à parcourir des papiers, pendant que tout le monde restait silencieux. Puis, elle a demandé à Victoria d'expliquer l'enquête des services sociaux. Victoria s'est levée, et a parlé de Summit Ridge, de la Westside Academy. Et des images de sécurité de papa à ma fenêtre. La juge a écouté sans l'interrompre, pendant que Madame Larson discutait de mon état émotionnel. Et des preuves que j'avais présentées. Elle a expliqué la situation du testament, et comment mes parents avaient admis n'être restés mariés que pour l'argent. Après que tout le monde a eu fini de parler, la juge a regardé mes parents. Et a déclaré qu'ils ne pouvaient pas me placer dans une institution résidentielle sans l'autorisation du tribunal. Elle a ajouté que mon placement provisoire, au sein de la famille Brox, durerait au moins 8 semaines, le temps que le tribunal examine le dossier en détail. La juge a interrompu l'avocat de mes parents, et a déclaré que tout contact entre eux et moi devait être supervisé par un tiers neutre. Elle a fortement recommandé une thérapie familiale, pour traiter les problèmes sous-jacents. Maman a commencé à pleurer, mais ça semblait faux, comme si elle jouait la comédie pour la juge. La juge a demandé si j'avais des questions. J'ai secoué la tête. Elle m'a dit que je pouvais partir, et que le tribunal programmerait une audience de suivi dans 8 semaines. Nous nous sommes tous levés, quand elle est sortie. Papa avait l'air d'avoir décroché mentalement, attendant simplement que ça se termine. Sydney m'attendait avec Ragnar, dans le couloir. Ils m'ont prise dans leurs bras, et m'ont dit que j'avais été génial. Je n'avais pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit de génial. J'étais juste restée assise là, pendant que des adultes discutaient de ma vie. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné, c'était grand-mère. Alors que j'étais allongé sur le lit de la chambre d'amis, chez Sydney. La modification du testament avait été déposée le matin même, et prendrait effet dans 30 jours. Permettant à mes parents de se séparer, sans perdre l'argent de l'héritage. Elle voulait que je sache, que la part de Jason serait conservée dans une fiducie pour moi. Jusqu'à mes 21 ans, quoi qu'il arrive avec mes parents. Elle a dit qu'ils s'organisaient pour que maman et papa ne puissent pas y toucher. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis j'ai fixé le plafond. En pensant à la façon dont l'argent changeait tout. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone n'a cessé de vibrer. Avec des messages de parents éloignés. Mes tantes, mes oncles, et mes cousins, ceux des grands dîners de fête, ont commencé à m'envoyer des textos et à m'appeler. Certains ont dit qu'ils avaient toujours su que quelque chose n'allait pas dans le mariage de mes parents. D'autres ont affirmé que j'exagérais, que les familles traversent toutes des mauvaises passes. Et quelques-uns ont posé des questions indiscrètes, sur le test de paternité. Mes parents ont cessé d'assister aux réunions de famille, et ma grand-mère a expliqué qu'ils évitaient tout le monde, parce qu'ils ne voulaient pas répondre aux questions. Certains proches m'ont immédiatement soutenu. Tandis que d'autres ont agi comme si je créais un drame. J'ai arrêté de répondre à la plupart des messages.
Fiona m'a appelé, mercredi, pour m'expliquer la situation de la paternité. Elle a ajouté que la paternité n'affecterait pas les choix de garde. Car papa n'était pas mon père biologique, et Jason était décédé. Papa avait été mon père légal, pendant 14 ans. Par conséquent, le tribunal le reconnaîtrait comme mon père, peu importe l'ADN. Elle a déclaré que le test de paternité compliquerait mon cas, sans pour autant m'aider. La juge pouvait agir contre la négligence, et le placement en centre. Alors je lui ai dit que je comprenais. Même si je voulais que tout le monde connaisse la vérité sur Jason. 2 semaines après l'audience du tribunal, j'ai eu ma première visite supervisée avec mes parents. Maman et papa étaient assis d'un côté d'une table, et moi de l'autre. Ils ont essayé de faire la conversation, sur l'école et le temps qu'il faisait. Maman a demandé si je mangeais bien, chez Sydney. Papa a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Personne ne s'est excusé. L'assistante sociale nous a observés tout le temps, et a mis fin à la visite, après 1 heure. Je suis reparti épuisé, mais soulagé d'avoir tenu bon. Ils ne m'ont pas étreinte, ni touché, ce dont j'étais ravi. 2 semaines plus tard, nous avons une autre première séance de thérapie familiale. Avec Cordelia May, dont le bureau sentait la lavande. Elle nous a fait asseoir en cercle, et a fixé les règles de base. Nous devions communiquer avec respect, et assumer la responsabilité de nos actes. Pas d'accusation, ni de détour. Maman a immédiatement commencé à expliquer pourquoi elle se sentait piégée dans son mariage. Cordelia l'a interrompu. Nous n'étions pas là pour justifier les décisions passées. Papa a tenté d'argumenter, en disant que la situation de l'héritage rendait tout complexe. Mais Cordelia lui a coupé la parole, et s'est recentrée sur les vrais problèmes. Elle a balayé les excuses de mes parents, à chaque fois. Maman a bougé sur sa chaise, l'air mal à l'aise. Papa a croisé les bras, et a fixé le mur. Je suis restée silencieuse la plupart du temps, et j'ai laissé Cordelia faire son travail. De retour à l'école, je me suis assise à une table de déjeuner différente. Loin des groupes qui chuchotaient. J'ai apporté mes devoirs, et j'ai mangé en étudiant. C'était plus facile que de répondre aux questions et d'être dévisagé. Mes notes se sont améliorées, car je ne m'inquiétais plus pour la maison. Les mathématiques avaient de nouveau du sens. Et je pouvais me concentrer sur les devoirs de lecture. Madame Larson m'a prise à part un jour, et m'a dit que je semblais plus calme. Malgré ma situation complexe. 3 semaines après l'audience d'urgence. Fiona m'a appelé pour m'annoncer que le tribunal avait programmé une audience d'étape. Dans 8 semaines. Cela signifiait encore 2 mois de plus, sans savoir où je vivrais de façon permanente. Sydney m'a répondu, la plupart des adultes n'apprennent jamais à supporter l'incertitude. Moi. Je l'ai appris à 14 ans. Certains jours étaient difficiles. D'autres jours, je me concentrais sur l'école, la thérapie, et les visites supervisées. Mes papiers étaient dans la chambre d'amis de Sydney, au cas où j'en aurais à nouveau besoin. Ou si mes parents tentaient autre chose. 1 semaine plus tard, Victoria a appelé pour dire qu'il était temps de récupérer le reste de mes affaires à la maison. Elle est venue me chercher un samedi matin, et nous avons conduit jusqu'à mon ancien quartier. En silence. Franchir la porte d'entrée m'a fait un effet bizarre. Comme si je visitais le musée de mon ancienne vie. Mes parents n'étaient pas là, car Victoria avait planifié l'horaire. Je suis allé directement dans ma chambre, et j'ai commencé à remplir des cartons. Avec des vêtements, des livres, et toutes ces choses aléatoires qu'on accumule en 14 ans. Victoria se tenait dans l'encadrement de la porte, pour maintenir le calme. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau, et j'ai trouvé la brochure de la Westside Academy. Avec ses faux sourires d'adolescent. Je l'ai déchiré en 2, puis encore en 2. Jusqu'à ce qu'il ne reste que de minuscules morceaux de papier glacé, dans mes mains. Victoria n'a rien dit, mais je l'ai vu hocher la tête. Nous avons chargé 4 cartons dans sa voiture, et j'ai jeté un dernier regard à ma chambre. Avant de fermer la porte. Nous avons tout déballé, dans la chambre d'amis de Sydney. Le 4e rendez-vous de thérapie a eu lieu un mardi après-midi.
Cordelia nous a fait asseoir à nos places habituelles, et a demandé à papa s'il avait quelque chose à dire. Il a regardé le sol pendant un long moment, avant de répondre. Il a avoué qu'il voyait Jason à chaque fois qu'il me regardait. Et que cela lui rappelait la perte de son frère. Il a ajouté qu'il m'en voulait d'exister, alors que Jason n'était plus là. Ce qui n'avait aucun sens, mais le chagrin lui faisait cet effet. Il a expliqué qu'il avait dirigé toute sa douleur vers moi, au lieu d'y faire face. L'entendre le dire à voix haute m'a blessé. Mais cela m'a aussi donné l'impression d'être moins folle. Cordelia a demandé comment cela me faisait me sentir. Et j'ai répondu que c'était valorisant de l'entendre. Papa ne s'est pas excusé, mais il a arrêté de prétendre que j'avais tout imaginé. 2 séances plus tard, maman a enfin pris la parole. Cordelia lui a demandé d'expliquer pourquoi elle était restée mariée. Et le corps de maman s'est tendu. Elle a dit qu'elle avait peur de se retrouver seule et ruinée. Et qu'elle m'en voulait de la faire se sentir coincée. Elle n'a pas dit pardon, mais elle a cessé d'agir comme si tout allait bien. Elle a admis que leur mariage était mort depuis des années, et que me regarder lui rappelait chaque erreur qu'elle avait commise. Cette honnêteté brutale ressemblait à un progrès, même si c'était dur à entendre. Mes grands-parents m'invitaient à déjeuner, un samedi sur 2. Dans un petit restaurant près de chez eux, qui servait d'énormes crêpes. Il apportait des albums, et me montrait des photos de Jason avant ma naissance. Il ressemblait à papa, mais en plus jeune et plus heureux. Ils m'ont raconté que Jason jouait de la guitare, bricolait des voitures. Et faisait rire tout le monde. Il ne dénigrait pas mes parents, mais il montrait clairement que j'étais désiré. Il aurait adoré être père, s'il avait vécu assez longtemps pour savoir que j'existais. Ce lien avec mon père biologique comblait des vides dont j'ignorais l'existence. Ils m'ont montré son album de fin d'année du lycée, et sa lettre d'acceptation à l'université. Et j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un d'important, que je n'avais jamais croisé. 6 semaines après l'audience d'urgence. Fiona m'a appelé pour me dire que mes parents avaient annulé mon inscription à Westside. Et retiré leur candidature pour Summit Ridge. L'ordonnance du tribunal fonctionnait. Elle a dit que leur avocat les avait prévenus, que tenter quoi que ce soit d'autre ne ferait que leur nuire, lors des futurs procès pour la garde. J'ai demandé s'ils pouvaient toujours essayer de m'envoyer quelque part. Et elle a répondu que techniquement oui, mais que ce serait stupide. Elle avait l'air confiante, ce qui m'a fait me sentir plus en sécurité. J'ai pris tout l'argent de mes anniversaires, dans le tiroir de mon bureau. Et je suis allé à la banque avec Sydney. J'ai déposé $300 sur un compte d'épargne à mon nom, ce qui semblait peu. Mais Sydney a dit que commencer quelque part, c'était ce qui comptait. Elle m'a aidé à créer un budget sur tableur, et à suivre mes dépenses. Elle m'a appris ce qu'étaient les intérêts, les fonds d'urgence, et l'épargne pour des objectifs. Chose que mes parents ne m'avaient jamais enseignée. Nous avons passé un après-midi, à faire des recherches sur les lycées locaux. Et j'ai commencé à penser aux activités extrascolaires. Planifier l'avenir rendait tout plus réel, et moins temporaire. Madame Larson m'a demandé de décrire ce qu'était la sécurité, lors de mon évaluation suivante. J'y ai réfléchi, et je lui ai dit que je pouvais dormir toute la nuit, sans coincer ma porte. Je lui ai dit que la sécurité, c'était d'avoir des adultes qui m'écoutaient. Qui prenaient mes inquiétudes au sérieux, et qui avaient un plan. Au lieu de simplement réagir à ce que mes parents feraient ensuite. Elle a souri, et a dit que c'était un vrai progrès. 2 mois après que tout ait explosé, je vivais avec Sydney et Ragnar dans leur chambre d'amis. Que j'avais décorée avec des posters et des guirlandes lumineuses. Je voyais mes parents une semaine sur 2, pour des visites supervisées gênantes et superficielles. Et je déjeunais avec mes grands-parents le samedi, pour entendre d'autres histoires sur Jason. J'allais en thérapie pour assimiler tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas une fin heureuse, où tout le monde apprenait à s'aimer et où tout s'arrangeait. Mais c'était stable, et sécurisant. Je construisais une vie où je ne me contentais plus de survivre. Je faisais des projets, pour un avenir désirable. J'apprécie les histoires simples. Qui nous rappellent à quel point nous pouvons encore apprendre et grandir. Si celle-ci a suscité une réflexion,
c'est le but recherché.